Bien, moi je vais vous parler de choses beaucoup plus prosaïques et beaucoup plus terre à terre, n'est-ce pas, que tous ces problèmes très complexes d'anatomie, de diagnostic, de symptômes, et qui sont très importants, ce qui prouve qu'on avance par rapport au passé. Mais moi je vais tomber à beaucoup plus bas, je m'excuse, je vais vous parler de problèmes, est-ce qu'il est éthique de privilégier l'interruption médicale de grossesse plutôt que la prévention, qui est une présentation et discussion qu'on a eue avec le Conseil national consultatif national d'éthique. Le Conseil national consultatif d'éthique s'occupe de bioéthique, qui est en fait l'étude des problèmes sociaux-moraux qui se posent, notamment dans la génétique, dans la médecine, etc. et tout ça. Quel est le rôle du Conseil national d'éthique en deux mots, hein? Il doit organiser des débats qui peuvent être publics d'ailleurs, ils ont été publics d'ailleurs dans les précédentes interrogations qu'ils ont eues. Il doit éclairer les progrès de la science, soulever les enjeux de société et se délibérer sur des problèmes d'éthique. Alors, l'efficacité reconnue. Donc j'ai commencé ma présentation au comité d'éthique par ce qu'était la prévention des anomalies de fermeture du tube neural. Alors je ne reviens pas longtemps là-dessus. Il y a une étude qui a été faite par Cézelle qui date de 1992, qui a démontré de façon indiscutable scientifiquement, par effet avec une population, je peux même dire 2104 personnes et 2052 qui n'avaient pas eu d'acide folique, et on a vu que les diminutions du taux de naissance étaient extrêmement importantes. L'enquête nationale périnatale en 2016 faite dans le cadre du plan national nutrition santé a montré que seulement 20% des femmes prennent de l'acide folique, alors théoriquement avant la grossesse, mais lorsque je me suis adressé à l'Agence nationale de sécurité du médicament, on m'a dit effectivement l'observance, on n'a pas vérifié, et bien souvent l'acide folique est pris quand la femme se dit tiens je suis enceinte et c'est malheureusement trop tard. Donc étude tout à fait discutable. Constat d'échec. Alors les Américains qui ne nous ont pas attendus, dès 96-98, se sont dit il y a un constat d'échec des recommandations que toute femme doit prendre de l'acide folique avant de concevoir un enfant. Donc ils ont changé, ils ont remplacé ce qu'on appelle la supplémentation par ce qu'on appelle une fortification. Et sur ce plan-là que je vais surtout intervenir. Et ils l'ont donc appliqué. Dès 96, ils se sont mis, en 1er janvier 98, ils ont dit toutes les farines aux États-Unis, il y a un ajout d'acide folique dedans. Beaucoup à cette époque-là se sont plaints en disant attention, il va y avoir des effets secondaires, il va y avoir des accidents, etc. Maintenant, vous voyez qu'il y a plus de 20 ans après, on n'a constaté aucun changement. Et je reviendrai dessus. Aucune aggravation, aucun problème secondaire. D'autres pays ont suivi, et donc ils se sont aperçus que les naissances qui étaient de 2,5 pour 1000, c'est-à-dire beaucoup plus dans ces pays-là qu'en France, tombaient à 0,1 pour 1000 avec une fortification. Actuellement, si vous regardez sur le monde entier, vous avez 87 pays qui fortifient en acide folique. Et récemment, il y a un nouveau pays qui s'est mis à fortifier. Vous pouvez voir, c'est le Royaume-Uni. Et ça va changer, à mon avis, ce qui se passe en Europe. Si on regarde, d'après les données d'épidémiologie, la situation en France par rapport aux Pays-Bas, on peut voir que, vous voyez qu'une courbe qui monte, c'est la France, et une courbe qui descend, c'est les Pays-Bas. Ce sont des chiffres officiels, hein, Euro 4 et compagnie, ce sont des chiffres indiscutables. Pourquoi? Donc si on regarde, on s'aperçoit qu'au niveau français, en réalité, il n'y a que 10% des femmes qui sont supplémentées, tandis qu'au Royaume-Uni, en Hollande, nous sommes à 51%. Ça explique la différence des courbes. Alors, face à une absence de prévention, que peut-on faire? Alors, bien sûr, je vais passer très vite. Vous avez le problème qui vient d'être évoqué là pendant longuement, donc je passe dessus. Ce que j'ai rajouté simplement, c'est qu'il me semble-t-il que lorsque l'on fait une IMG, il y ait un examen du fœtus, une fœtoscopie qui va permettre de faire avancer les connaissances médicales et scientifiques. Si on regarde où on en est, on voit qu'au point de vue IMG, plus de 20% des femmes informées refusent l'IMG. On n'a pas le taux là en France. Un petit peu plus de 20% actuellement. Alors, maintenant, je voudrais ajouter un deuxième élément qui est la vitamine B12, dont on ne parle pas souvent,
qui est un nouvel acteur dans la prévention, pas un nouvel, mais enfin un acteur dans la prévention d'anomalies de fermeture du tube neural. En effet, si on revient un peu en arrière, l'acide folique est métabolisé dans le foie et transformé en une molécule qui s'appelle le tétraméthylhydrofolate, par un double cycle. Je ne vais pas vous le faire parce que les deux cycles, ça remplit l'écran. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas biochimiste. Et simplement, on s'aperçoit qu'il y a un double cycle, un cycle de cobalamine avec acide folique qui tourne, et un deuxième cycle cobalamine, et il faut que les deux soient, s'il y a une carence de B12, ça nuit à la fabrication de la tétraméthylhydrofolate, et dans l'autre sens aussi. De sorte que c'est l'ensemble des deux qui permet d'obtenir le meilleur résultat. Alors, la synthèse des folates, en conclusion, toutes les études montrent que 50% des femmes fabriquent mal, la transformation d'acide folique. Bon. Alors, il existe une forme qui s'appelle quatrefolique, qui, en définitive, est de la tétraméthylhydrofolate, c'est-à-dire la forme directement assimilable par les cellules lors de la grossesse. Et cette molécule, qui est une dérivée de vitamine, disponible aux États-Unis et même en France, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études qui prouvent un intérêt supérieur par rapport à B9, B12. Alors, autres effets positifs de cette supplémentation d'acide folique, il faut toujours qu'il a rappelé la diminution des anomalies congénitales, par exemple les cardiopathies, qui sont quand même importantes et qui sont sensibles à l'acide folique, et puis un certain nombre de malformations comme les fentes palatines ou autres. Bon. Et il faut aussi ajouter qu'un certain nombre de femmes doivent absolument prendre de l'acide folique, notamment les femmes qui sont sous épileptiques, et puis vous avez vu un certain nombre que je ne détaillerai pas pour gagner du temps. Alors, la B12, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ben là, voici une partie des études qui ont toutes montré que l'intérêt de la vitamine B12. Donc, il y a, pour résumer, une relation entre défaut de tube neural et déficience en B12. Et l'enrichissement alimentaire, eh bien, on s'aperçoit que c'est insuffisant puisque les femmes ne sont pas informées ou ne prennent pas d'acide folique de façon régulière au moins un mois avant une grossesse, mais que l'apport de B9 et de B12 nous amène à une réduction de 70 à 80% des risques, mais il reste 20% dont on va un petit peu parler également, en partie liés aux mutations génétiques et aux problèmes épigénétiques. Donc là, ça je répète ça, donc pas d'intérêt, on continue. Donc normalement, B9 plus B12, c'est la meilleure solution que l'on a à l'heure actuelle. Alors, pourquoi il reste encore 20% de cas qui posent problème? D'abord, il y a des problèmes de génétique, mais il y a aussi le problème maintenant de stress oxydatif ou oxydant. En effet, la grossesse ne se passe pas indépendamment du milieu dans lequel la femme et le fœtus vivent. Notamment la pollution qui a un rôle important, les inflammations, les infections, le déficit immunitaire, le stress, le vieillissement, les UV, l'hygiène d'une vie déséquilibrée, et les traumatismes. Il y en a encore même d'autres, mais ça fait déjà pas mal. Hein. Donc, aussi rappeler le problème des tératogènes qui provoquent des malformations. Et pourtant, il y a un excellent que les femmes devraient consulter, c'est le CRAT qui se trouve à Trousseau et qui répertorie très bien tout ce qui est actuellement connu et qui est bien plus précis que les informations sur les boîtes de pilules médicales. Enfin, un point très important que l'on oublie toujours, c'est que nous héritons de nos parents et de nos ancêtres. En effet, j'ai fait un petit dessin qui vous montre que la femme a sa génétique, le fœtus a la génétique du père et de la mère, mais les organes de reproduction du fœtus sont autres, donc nous tournons sur 3 générations. Quand il y a une intervention sur l'une, ça se répercute sur les autres. Ne jamais oublier ces paramètres-là. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que nous avons proposé lors de l'édition? Rétablir une consultation préconceptionnelle remboursée à 100% par l'assurance maladie, bien sûr. Avoir des actions au niveau des professionnels de santé pour toute consultation de contraception. En fait, une consultation préconceptionnelle en puissance. Puisque si la femme prend une pilule, c'est pour pas avoir d'enfant, mais on peut penser qu'un jour, elle aura peut-être une envie d'enfant. Et à ce moment-là, elle devra savoir qu'il faut qu'elle prenne de l'acide folique quand elle arrête sa pilule. Et une affichette ou une mention sur les
boîte de pilules anticonceptionnelles, enceinte ou envie de l'être, n'oubliez pas de prendre votre acide folique ou toute forme analogue. Sur l'arrivation de l'anomalie fétale, il faudrait orienter systématiquement les femmes vers les CPDNP. Je pense que c'est fait maintenant, pratiquement à 100%, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, tant mieux, c'est une amélioration. Présenter les 3 possibilités d'IMG, de chirurgie anténatale et de chirurgie postnatale, ce qui n'est pas encore toujours fait, je suis désolé. J'ai des cas où les parents me disent si on m'avait prévenu, je viens d'accoucher, si on m'avait prévenu, j'aurais peut-être fait une autopsie. Ça arrive toujours. Insister sur le rôle d'associations de parents qui peuvent intervenir au niveau de ces familles désemparées par les pères experts ou l'expérience que nous avons. Informer les familles de la prévention en cas de nouveaux désirs d'enfants et notamment les sécos. Sur le suivi, diffuser un livret d'information à l'intention des couples pour assurer un suivi post-IMG et permettre le deuil familial. Ça, c'est un gros défaut. Vous savez qu'actuellement, on discute à l'Assemblée nationale sur le problème du deuil et des 5 jours et des 12 jours qui sont devenus 15 jours actuellement au Sénat. On suit ça, mais je ne sais pas ce que ça va donner quand ça va revenir à l'Assemblée nationale. Après une IMG, autoriser l'examen du fœtus, par fétologie. On a de très bonnes équipes là-dessus. Conclusion, il faut passer d'une logique actuelle de soins à une logique de santé orientée vers la prévention. Ça me paraît fondamental, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir, quand on le peut. Là, nos actions, je les passe, ça fait 40 ans qu'on se bat dans ce domaine-là. Bon, maintenant, j'ai interrogé le Haut Conseil de santé publique, où en est-on maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a d'abord dit que le Haut Conseil de santé publique, là c'est pas le comité d'éthique, mais c'est le Haut Conseil de santé publique, a publié un rapport fin février 2020, vous voyez c'est pas vieux, je viens de l'avoir il y a moins de 8 jours, et je me suis précipité dessus parce qu'il y a des choses intéressantes. D'abord, il constate l'échec des politiques publiques et recommande quoi? Alors, il y en a 100 pages, hein, mais il y en a 2,5 qui m'intéressent particulièrement. D'abord, diffuser une information massive, c'est écrit tel que, j'ai repris le texte, auprès des femmes en âge de procréer et des professionnels de santé quant à l'importance cruciale de la supplémentation en folate. Ça fait longtemps qu'ils le disent, mais ils ne l'ont jamais dit de façon aussi nette. Ensuite, ils ont ajouté intégrer une information dans l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle faite à l'école, au planning familial, au PMI. OK? Ce qui n'est pas fait, enfin bon. Promouvoir la consommation d'aliments riches en folate. Oui, mais il faut que tout le monde puisse pouvoir en acquérir lorsqu'on a des problèmes financiers. Proposer des méthodes innovantes pour améliorer la couverture de la supplémentation. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Reconsidérer la question de l'enrichissement systématique d'aliments très consommés. Donc, enrichissement. Dresser un bilan des coûts bénéfiques, ça on sait le faire, nous on l'a déjà fait, on l'a déjà publié, puis mettre en œuvre un enrichissement systématique après avoir mis en œuvre une étude pilote régionale. Enfin, soutenir les registres d'information congénitale, heureusement, puisque récemment, ils voulaient encore supprimer tout financement sur les registres. À ce moment-là, on n'avait plus d'hémiologie, on ne savait plus comment évoluer les choses. Alors, comme bilan, ça fait 40 années qu'on se bat avec les gouvernements successifs et qui changent tout le temps, mais on commence à voir apparaître une petite lueur. Seuls contre tous, nous nous battons et nous continuons à nous battre, ce n'est pas un problème, on est armés pour ça. Le conseil d'administration de l'ASB, ce soir, discutera d'un programme d'action dans le domaine de la prévention des AFTN. Question, le dépistage prénatal ne risque-t-il pas de devenir une machine à sélectionner les fœtus par eugénisme? Je vous remercie pour votre attention. Et vous voyez, l'échec actuel sera le succès de demain. Et je rappelle que l'association a déjà financé plus de 10 thèses de médecine dans le domaine du spina bifida et que c'est toujours d'actualité. Voilà, je vous remercie. Commentaires, questions? Ado. Juste une réflexion, M. Hassan. Effectivement, c'est important de répéter et de répéter. Il y a on est convoqué, enfin on est invité à une réunion à la NSM sur médicaments et grossesse. Elle est annulée, hein? Oui, elle est annulée. Mais c'est vrai que dans le premier temps, c'était les médicaments qu'il ne fallait pas prendre. Il n'y avait pas les médicaments qu'il fallait prendre. Alors effectivement, il y a les psychotropes, effectivement, les
Paquine et compagnie. Mais dans le premier temps, cette réunion, c'était pas les supplémentations qu'il fallait prendre avant la grossesse, c'était les médicaments qu'il ne fallait pas prendre. Oui. L'alcool, le tabac et tout ça. Donc c'est pas encore gagné. Pas du tout. La prévention en France est dans un état préhistorique. Préhistorique. On a un retard d'une génération sur d'autres pays. Je pèse mes mots, ça c'est pas du tout une... C'est pour ça, et on en parle souvent avec M. Hafner, très probablement la conjonction B9, B12 est extrêmement favorable. Le seul problème, c'est qu'on risque de se faire retoquer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence sur la B12 et que, on va dire, non, il vaut mieux que la B9 passe, soit complètement installée, que tout le monde soit convaincu que c'est fondamental, indispensable, tout ce qu'on veut, et que ce soit de la supplémentation, de la fortification, enfin n'importe quoi. Et c'est un vrai scandale parce que dans le dernier rapport sur l'état de la santé en France, on a bien vu, on est les derniers en Europe au niveau de la prévention par l'acide folique. Et en 20 ans, on a fait zéro progrès, zéro. Et puis une fois qu'on aura installé à la fois dans la confiance collective et dans le soutien de nos instances dirigeantes, la B9, il sera temps de voir si on peut introduire la B12. Alors on peut continuer de manière individuelle à soutenir B9, B12, mais il faut absolument que la B9 finisse par se passer. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, je suis médecin pédiatre en Necker qui suit particulièrement les enfants avec spina bifida. Et puis, par ma spécialité de néonatologiste, on est fréquemment confronté de supplémenter les prématurés qui manquent de fer et acide folique. Et pendant mes consultations, il y a beaucoup de parents qui me demandent mais pourquoi en France on ne supplémente pas les farines aussi? Parce que quand un enfant est dormi, c'est une question qui se pose plus fréquemment. J'étais trop gênée au début, mais après, il y a les papiers qui sont sortis aux États-Unis. Le biomédical qui a sorti en 2007 que la supplémentation des farines augmenterait dans la population la fréquence des cancers. Ça veut dire les gens qui ont prédisposition précancéreux et cancéreux, ça augmentait les taux de cancer. Du coup, il faut voir tout avec un petit peu, tout est dans la dose. Moi, je pense que... Oui, bon, tout est dans la dose, mais là, vos informations ne sont pas tout à fait à jour parce que il y a eu aux États-Unis une campagne très importante pour faire un diagnostic sur les cancers colorectaux. Et cette recherche a bien sûr fait apparaître un nombre imprévisible. Ça n'a strictement rien à voir avec l'acide folique. Nous avons plus de 20 ans de recul sans qu'il y ait aucune augmentation dans aucun pays du taux de cancer colorectaux. Je suis d'accord avec vous qu'il faut faire... C'était une étude biaisée. Merci, on va enchaîner. Alors, comme on a laissé beaucoup de temps pour la discussion,